Bonjour, je m'appelle Karim Genouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Cet épisode est sponsorisé par le cabinet de conseil en transformation et stratégie Elancy. Le cabinet Elancy est membre du réseau Elancy International et intervient en Europe et en Afrique depuis plus de 12 ans dans les secteurs de la banque, l'assurance, l'industrie et les services. Vous êtes perdu dans la jungle des cabinets de conseil ? Connectez-vous sans plus tarder sur www.elancy.ma et partez à la rencontre d'une équipe de consultants engagés dans la réussite de vos projets et qui affectionnent plus particulièrement les thématiques de l'innovation et de la transformation digitale. Bonne écoute sur Génération Kairos. Allez, on y va. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Zeynal Abidine Mekzari. Zeynal Abidine, bonjour. Bonjour Karim, bonjour à tous. Eh bien, écoute, merci et bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Je suis donc ravi de t'avoir. Tu es cofondateur et DGA de Badil. Pour présenter rapidement Badil, c'est une solution de location longue durée de véhicules destinée aux particuliers et entreprises qui vient en rupture de marché existant, mais avec un concept plus large de mobilité intelligente. Alors donc, je suis dans les locaux de Badil, donc on est entouré d'intelligence et de mobilité. Donc en fait, Badil souhaite mettre la technologie au service de la mobilité avec l'ambition de convertir le plus grand nombre d'automobilistes au Maroc aux solutions d'accès à la mobilité. Alors, Zeynal Abidine, moi je suis ravi de t'avoir sur ce podcast parce que Badil est une aventure qui est née en octobre 2019, donc encore toute jeune, mais où tu as eu le courage de te lancer. Et au travers de ce podcast, tu pourras nous faire vivre les émotions d'un entrepreneur. Et puis, parce que au travers de cette conversation, on va toucher au secteur de la mobilité et de la disruption. Donc, comme je suis personnellement fasciné par la capacité de la technologie à proposer de nouvelles solutions et créer de nouvelles opportunités et des nouveaux modèles et formes d'entrepreneuriat, là, tu vas nous proposer un cas d'étude franchement très intéressant. Donc, sur la mobilité ou le transport des personnes et des marchandises. Et pour le coup, je te remercie parce que voilà, ça va être l'occasion pour moi de découvrir ce secteur. Et aussi parce que tu te classes parmi les plus jeunes invités sur ce podcast. Et donc là, ça me fait franchement une ouverture intéressante sur des jeunes entrepreneurs. Et pour encore démontrer que l'entrepreneuriat peut prendre plusieurs formes et qu'il suffit de se lancer. Donc voilà, Zeynal Abidine. Alors pour démarrer, est-ce que tu avais des idées bien tranchées sur les choses quand tu étais plus jeune ? En tout cas, tu as bien résumé les choses. Alors, ça me fait plaisir d'être parmi tes plus jeunes invités. Et vraiment, c'est un secteur, en tout cas, en domaine entrepreneurial, où l'âge importe peu. C'est surtout le courage et la passion qui animent. On a des entrepreneurs qui ont peut-être 50, 60 ans, mais qui sont courageux, virulents et motivés comme des gamins de 18 ans. Pour ma part, depuis que je suis petit, mes rêves ont changé, mais il est clair que dès l'adolescence et même dès le début de mes études un peu universitaires, c'était travailler dans l'énergie et rien d'autre. Rien ne me prédestinait à la mobilité ou encore à l'entrepreneuriat moins. Je suis quelqu'un qui n'était pas très courageux étant jeune et qui stressait énormément. Donc clairement, rien ne me prédestinait à cela. C'est quelque chose qui m'a attrapé et qui m'a plutôt pris de court. Et c'est devenu aujourd'hui un style de vie, un mode de vie que j'assume pleinement. Ok, très bien. Bon, ça va être une conversation encore plus intéressante alors. Alors, tu peux te présenter rapidement, tu es né à Casa. Je fais la présentation comme au commissariat de police. Non. Prénom de la maman, du papa. Non, juste, est-ce que tu es né au Maroc, à Casa, où est-ce que tu as grandi, dans quel type d'environnement familial ?
Je suis né à Fès, j'ai grandi à Rabat, puis à Casablanca. Donc, dès mon collège, j'ai rejoint Casa avec la famille. Et j'ai passé l'essentiel de ma scolarité dans un collège-lycée français. Je dirais pas tout ce qu'il y a de plus normal, mais en tout cas tout ce qu'il y a de plus courant, pour ensuite aller faire mes études en France, parcours classique, classe préparatoire dans le nord-est de la France. Et ensuite, une école d'ingénieur, et je me suis spécialisé après dans une école d'application dans le pétrole. D'accord. Donc juste pour ce premier choix, est-ce que c'était un choix naturel, on va dire, de par ton aisance avec tout ce qui est matière scientifique, ou tu avais beaucoup d'autres aptitudes et puis tu as dû faire le choix Pour rien te cacher, le choix de la classe prépa était pas vraiment un choix défini. C'est une petite erreur de classement des vœux sur les plateformes d'orientation. Je voulais à tout prix faire une école post-bac d'ingénieur pour échapper à la prépa. D'accord. Et le destin m'a rattrapé, m'a renvoyé directement à Metz, moins 20 degrés les hivers, pour faire mes classes prépa. C'était très très dur, je pense. Les premiers mois, ils n'étaient pas très très simples. Et après, ça a porté un peu ses fruits avec un peu de travail. Je suis quand même quelqu'un qui a appris à bosser pendant la classe prépa, et c'est ce qui m'aide aujourd'hui dans mes missions et mes tâches quotidiennes. Vraiment, s'il fallait retenir une expérience académique, ou en tout cas de supérieur, c'est vraiment la classe prépa. Pour tout entrepreneur qui est passé par là, ça forge l'abnégation et la persévérance, en tout cas quand ça marche. Ah, c'est clair, ça, effectivement, c'est une bonne école, on va dire, pour apprendre à travailler, à avoir une charge de travail importante, à dépasser le stress des examens, etc. C'est bien ça, hein, tu confirmes? Oui, c'est ça. Ça prend aussi une certaine rigueur. On apprend à organiser ses journées, et on se fixe. On apprend à faire ce que fait l'entrepreneur tous les jours, une to-do list. Il faut faire certaines tâches. Il faut réussir à réviser et faire tant d'exercices. C'est ce que fait l'entrepreneur encore aujourd'hui. On a tous des to-do list, et on essaye d'arriver au bout de la to-do list à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Ok. Donc là, tu poursuis ces études d'ingénieur, c'est ça? Donc après, tu vas où? Après, je choisis le chemin de la paresse. J'ai un peu l'embarras du choix après les concours, entre les centrales, les mines. Et je décide d'aller juste à côté à Mines-Nancy, à 60 km. Super ville de Lorraine aussi. Donc voilà, j'y vais et je passe à peu près 2 ans là-bas, et je me spécialise en énergie, donc en énergie et procédés. Plus un peu casquette énergie renouvelable qu'énergie fossile. Et 2 années sympathiques, une très belle ville, très étudiante, où je fais pas mal de rencontres, pas mal de Marocains aussi font leurs études. Et je commence un peu à tâter la vie étudiante, différente de la classe prépa, et je commence ma première expérience un peu entrepreneuriale avec Alexandre Griffon, avec qui on a cofondé Nub en 2013 exactement. Et c'était en fait aux mines de Nancy le démarrage de l'entrepreneuriat étudiant. J'ai lancé une entreprise donc avec Alexandre, qui était un truc assez bizarre pour des garçons de 20 ans. On a mis en place une machine qui vernissait les ongles automatiquement. Okay. Donc, comment ça s'appelle? Nub. N-U-U-B, oui. Qui veut dire ongle en danois. Il fallait le chercher. Et c'est en revenant d'une soirée, on s'est rendu compte qu'en fait, une nana qui était un petit peu torchée avait du mal à se vernir la main gauche. Et le lendemain, on s'est dit, purée, est-ce que c'est compliqué de se vernir les ongles? Et en fait, on s'est rendu compte, quand on est droitier, se vernir la main gauche, c'est pas compliqué, et se vernir la main droite, ça devient compliqué. Et à ce moment-là, on s'est dit, écoute, il y a la machine Nespresso qui fait des cafés automatiquement. On va mettre des capsules de vernis dans une machine. D'accord. Et on va essayer de vernir les ongles des femmes automatiquement. Et c'était parti pour 2 ans d'entrepreneuriat. Ok. Et vraiment de très beaux résultats. On a gagné pas mal de concours de start-up à l'école et un peu partout. Intéressant. Donc ça, c'est un ami à toi, c'est ça? Oui, un camarade de promotion. Et vous vous lancez dans ce projet, on va dire, voilà, entrepreneuriat certes, mais vous aviez 2 ans devant vous. Vous pouvez avoir le luxe d'avoir 2 ans pour je sais pas, faire le prototype. On a avancé, on a même recruté 2-3 jeunes étudiants dans le coin à Nancy pour avancer dessus. On a eu des business angels qui sont venus nous rendre visite. On a essayé d'avancer maximum. Pour ma part, j'ai dû prendre un autre chemin parce que
j'avais des études à faire aussi et j'ai fait le choix de Trimont. Alexandre, lui, a continué dans ce projet. D'accord. Qu'il a pu valoriser vraiment à juste titre. Il y avait de la robotique, de la programmation, il y avait énormément de choses. Et il y avait aussi le côté plaisant, aller rendre visite aux coiffeuses et aux esthéticiennes pour aller faire un peu plus du terrain. Mais en tout cas, vraiment, le sujet nous importait peu. Ce qui nous tenait à cœur, c'était vraiment mettre le pied ou le pas dans l'aventure entrepreneuriale. Même si c'était petit, j'ai appris pas mal de choses qui aujourd'hui m'aident aussi à gérer les tracas du quotidien. Ok, donc l'idée c'était de fabriquer cette machine, donc à la machine à café, pour pouvoir donc se vernir les ongles. Et qui était le client, enfin comment vous allez distribuer cette machine au travers des salons de coiffure, etc. Exactement. Mais en fait, le but c'était de la mettre dans un salon de coiffure et que le client puisse se vernir les ongles en même temps qu'il se coupe les cheveux. D'accord. Faire du 2 en 1. On avait des idées un peu farfelues, les mettre dans les gares de métro, de train. C'est pas si farfelu que ça. Hein. Je pense que les femmes ont envie de se rendre belles en toute voilà. On est allé sur des idées bien drôles. On voulait même mettre des QR codes, de la publicité sur les ongles parce que les ongles sont des vitrines de publicité qui se renouvellent. Et quand on tend une carte bleue ou quand on tient une barre de métro, la première chose qu'on voit, c'est les ongles. Et on avait des idées sympathiques. Bon, malheureusement, c'est pas allé jusqu'au bout, mais en tout cas, on en a découvert des choses. Bon, en tout cas, vous avez par là démontré que vous étiez des jeunes plein d'idées. Et donc, là, on peut dire que c'est la première fois où tu t'es lancé dans un projet avec une direction qui n'est pas forcément très claire. Et où tu t'es investi à fond. Oui, on s'est donné à fond. On a travaillé très très dur. On passait un peu pour les extraterrestres un peu à l'école parce que tout le monde était en soirée en train de profiter de sa vie étudiante pendant que nous on était là en train de faire des petites simulations de business plan ou encore en train de rêver d'invention. C'est assez intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que contrairement aux gens peut-être de notre âge, on n'a pas cherché à développer une application. On est allé dans un peu de l'industriel et du mécanique et un peu robotique. Et c'est ce qui nous a aussi montré que parfois il y avait des limites qui étaient soit capitalistiques, soit qui étaient en termes de connaissances. Et c'est le moment aussi où j'ai appris une chose en sortant de cette expérience, que pour aller vite, il fallait bien s'entourer. Et pour bien s'entourer, faut avoir les moyens pour le faire. Et clairement, on a essayé de recruter des jeunes stagiaires pour avancer un peu sur le projet, mais ça ne nous a pas donné le coup de pouce qu'il fallait. Vraiment, c'était de key feature que j'ai pu retenir, c'est bien s'entourer et ça en valait la peine de vivre cette expérience pour retenir au moins cette maxime. Ok, très bien. Et donc lui, Alexandre, ton partenaire ou associé, je sais pas, dans cette aventure, lui, il a continué en solo. Oui, il a continué en solo. Okay. Malheureusement, ça n'a pas eu le succès escompté, mais là, il a rejoint le monde professionnel et il va pas tarder à en sortir. Okay. Il y est pour quelque temps, j'espère. C'est un gars extrêmement, extrêmement talentueux et je pense qu'on se retrouvera. On s'est promis de se retrouver bientôt pour réinventer peut-être une autre machine. Je sais pas de quoi. Oui, c'est rendez-vous dans 10 ans. Un peu moins, j'espère. Ok. Donc, alors après, tu as travaillé, c'est ça, dans le pétrole et le gaz. Exactement. En quittant les mines de Nancy, j'ai fait un petit passage par l'école des ponts et chaussées sur un mini MBA et j'ai rejoint après l'Institut français du pétrole, donc à l'IFP School, l'école un peu des pétro-gaziers. J'ai décidé de faire le virage vers le fossile, clairement pas à la mode à ce moment-là, mais ni à ce moment ni aujourd'hui. Alors pourquoi ce virage ? Pour la simple et bonne raison que j'ai toujours eu un énorme appétit pour le voyage et l'international et il faut dire que le travail dans tout ce qui est gazier, pétrolier offrait des très belles perspectives de voyage, aussi des conditions de travail, en tout cas financières extrêmement confortables. Ouais, tout à fait. Et je savais aussi que même ce secteur n'était pas fermé ou hermétique à la transition énergétique. Des grandes boîtes comme Total, Engie ou autres avaient déjà entamé leur mue. Et voilà, donc j'ai rejoint l'IFP, sponsorisé, et puis j'ai travaillé avec Engie, donc le groupe français, à la direction de la stratégie, au centre d'expertise économique. Voilà, où j'étais chargé à faire des modélisations de prévision de prix du gaz et du pétrole, mais essentiellement du gaz,
à travers le monde. Donc c'était extrêmement intéressant d'un point de vue où on appliquait un peu ce qu'on avait appris et rentrer directement dans le monde professionnel. Voilà, et c'était comme ça que j'avais un peu mis le pied dans le monde des hydrocarbures. Ok, donc là, c'est un monde un peu plus ancien et voilà, un peu, on va dire, moi comme je le vois, un peu éloigné quand même de l'innovation de la clientèle des particuliers, c'est ça? Enfin, on est vraiment sur un marché qui est déjà mature, etc. Qu'est-ce qui va te pousser après à le quitter? En fait, j'ai essayé comme tu disais à l'instant, c'est un marché qui était vraiment mature, qui avait capé un petit peu dans le sens où c'était en 2015 plutôt, oui. Et c'est le moment où le baril ne passe pas par ses meilleures périodes, où le prix du gaz n'est pas à ses plus hauts niveaux. Mmh. Et à ce moment-là, j'essaie de me donner une dernière chance, me dire, écoute, c'est encore possible de faire du gaz en Europe. Je vais tenter notre aventure. J'ai une proposition en Espagne dans un grand groupe espagnol dans le gaz. Mmh. Et du coup, je rejoins à ce moment-là Madrid pour faire du pricing, mais plutôt du trading à proprement dit. Mmh. Et je rejoins donc ce grand groupe à Madrid, nouvelle culture, nouvelle ambiance. Et je me dis, il y a moyen de faire des belles choses aussi en restant dans son secteur d'activité. Mmh. L'expérience a bien démarré, sauf que je me fais rattraper très rapidement et je me retrouve à devoir rentrer au Maroc pour gérer et travailler dans une opportunité toujours dans les hydrocarbures. D'accord. Donc je saute aussi sur l'occasion à ce moment-là. Alors, opportunité, c'est le mot-clé pour le podcast Génération Kairos. Okay. Alors, on est obligé de creuser un peu. Tu reçois un coup de fil, un mail Je vais te raconter cette histoire. J'espère que mon ancien employeur va pas écouter ce podcast. Non, je souhaite que tu aies assez de visibilité pour qu'il arrive jusqu'à ses oreilles, mais j'espère que, en tout cas, il sera pas. Je m'en excuse d'avance s'il m'entend. Okay. En fait, au moment où je signe avec mon entreprise en Espagne, la veille, je suis à Casablanca. Je dois aller à Madrid et je fais une rencontre ici à Casablanca avec un grand cadre d'une grande entreprise pétro-gazière de la place qui me pose la question pourquoi tu vas aller en Espagne? Tu sais que même au Maroc on peut te proposer quelque chose de bien. Je passe mon entretien le jour même et on me fait la proposition quelques jours après, dès que je prends mes fonctions en Espagne. Et à ce moment-là, je suis en position et j'ai une proposition. Avant de partir pour simultanément la même semaine. Donc je fais en même temps une intégration en pensant à ma désintégration. Ah oui. Donc c'est pas très simple. En même temps, je découvre mon appart à Madrid, je découvre la vie madrilène. Voilà, je me dis c'est un peu compliqué. C'est vraiment le diable qui est en train de me séduire. Et viendra un peu. Je vais essayer d'esquiver pendant longtemps cette proposition, le temps de me laisser le temps de réfléchir. Et je serai rattrapé par la chose très rapidement parce que. Comme tu le sais, Karim, tout Marocain qui va même faire une carrière à l'étranger, tôt ou tard pensera à rentrer au Maroc. Le seul problème que j'avais, c'est que dans le secteur du pétrole ou du gaz, en général des hydrocarbures, les positions se font très rares au Maroc parce que les acteurs sont pas multiples. Et on n'est pas un pays ni producteur ni raffineur. Et voilà, donc effectivement, les places sont limitées. Voilà, et comme tu dis, les opportunités ou les fenêtres de tir sont rares. Du coup, j'ai réfléchi mûrement et après quelques mois, j'ai dû prendre une décision qui est vraiment peut-être été une des décisions les moins faciles à faire parce qu'il fallait faire une croix aussi sur l'Europe, sur la vie un peu à l'international parce que j'ai l'habitude de travailler plutôt à l'étranger. Et voilà, et il fallait avoir aussi le choix du cœur parce que on consulte ses parents qui vont jouer aussi un rôle important. Donc là, tu avais quel âge quand tu as pris cette décision? Quand j'ai pris cette décision, j'avais à peu près 24 ans, un peu moins de 24 ans. D'accord, donc... J'ai un parcours un peu précoce, c'est vrai, mais voilà, à ce moment-là, je prends cette décision.
la fonction était sympathique aussi. J'avais une proposition en tant que directeur de projet Afrique pour un grand groupe gazier. Donc, oui, donc c'est une belle opportunité à prendre sur le moment. Exactement. Eh bien, écoute, donc tu l'as prise. Voilà, je veux pas dire que j'étais forcé d'apprendre, mais c'est vrai, je l'ai pris avec conviction et j'étais content aussi de revenir au pays. Tu sais, quand on est jeune, on pense que notre pays pense différemment beaucoup de choses et qu'on va arriver, qu'on va tout changer. Et il suffit de 15 jours ou même une semaine pour rembobiner la cassette et de se dire en fait, purée, depuis que j'ai quitté le Maroc, il n'a pas trop changé. Et pourtant, oui, il y a des choses qui changent. Bien sûr, le changement est là, mais il se fait doucement, quoi. Oui, voilà. Exactement. Et la façon dont on voit le Maroc avant de le quitter n'est pas la même dont on le voit une fois qu'on est revenu. On arrive avec plus de recul, avec un regard beaucoup plus critique et on connaît un peu quels sont les standards et les benchmarks à l'international et on compare. Voilà, le vrai mot, c'est ça, c'est comparer. Dès qu'on arrive, on commence à comparer. Et je pense que l'erreur, elle est là. Et quand on est jeune, on a encore plus volonté et envie de comparer. Et je pense que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut arriver, prendre le temps de digérer. C'est pour ça que vraiment le conseil que je donnerais à tous ceux qui vont passer par là dans les mois ou dans les années à venir, c'est de prendre le temps, au lieu de comparer, d'observer. Et on est souvent impatient d'observer. On se dit, ok, c'est bon, j'ai vu, je veux passer à autre chose. Mais vraiment, il faut prendre le temps d'observer. On a un pays aussi qui est sympathique en termes d'emploi. On n'attend pas le résultat très rapidement. On nous laisse le temps de s'intégrer. Tu sais, entre le moment où on arrive dans une entreprise et au moment où on a un ordi et un bureau au Maroc, et il peut se passer des mois. Donc, il faut profiter de ce temps-là pour observer. Et c'est peut-être ce que je n'ai pas suffisamment fait. Et on commence souvent par comparer. Et alors, si je t'ai bien compris, avec du recul, tu te dis que tu aurais dû prendre plus de temps, c'est ça? Non, ce que je disais, c'est que pour ne pas être frustré les premiers jours ou les premières semaines au Maroc, il ne faut peut-être pas commencer par comparer. Il faut comprendre, observer, parce que si les choses se passent comme ça et pas comme en France, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc, il faut peut-être chercher à comparer, à comprendre dans un premier temps. Ok, bon, de toute façon, il y a nécessairement une phase de transition. Alors, chez toi, elle a duré combien de temps, cette phase de transition, avant d'être 100% serein sur le fonctionnement quotidien, si je malheureusement, elle a duré jusqu'au moment où j'ai décidé de quitter mon job, parce que, in fine, j'ai jamais réussi à accepter totalement la situation. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais c'est dès les premiers jours, je voulais faire chemin arrière. Et dès les premières semaines, c'était quelque chose de récurrent qui revenait. J'avais besoin de revenir souvent à l'étranger au début, les premiers mois, parce que j'avais pas l'impression d'être dans mon élément. Et c'est ça un peu qui est un peu difficile à comprendre, c'est qu'on ne retrouvera jamais ce qu'on a à l'étranger. Et après, c'est là où on discutera peut-être cette histoire d'équilibre, parce que quand on rentre au Maroc, on ne vient pas que pour l'opportunité professionnelle, on vient pour un tout. On vient pour l'équilibre familial qu'on vient rechercher, ou pour l'équilibre de cadre de vie ou de qualité de vie, et aussi pour la position. Parce que même si on a le même titre à l'étranger au Maroc, clairement, le scope of work est clairement différent dans les deux sens. Donc, mais toi, donc là, tu fais ce choix de rentrer et que tu regrettes juste après. Juste pour comprendre, est-ce que c'est le mode de vie personnel qui te convenait pas, ou c'est plutôt le fonctionnement professionnel? C'était uniquement professionnel. Je m'éclatais à côté du travail. D'accord. J'avais hâte de finir l'après-midi pour rentrer, soit aller voir un peu la famille, soit faire du sport, soit voyager. Faire de la musique, j'aime faire beaucoup de musique, dans la musique orientale, et j'avais la chance de pouvoir jouer en groupe avec des profs de musique, donc vraiment c'était l'éclat à côté. Et dès que la journée de travail commençait, écoute, j'avais l'impression de voyager 50 ans en arrière, et bon, après ça allait s'améliorer un peu plus, j'allais faire des choses plus intéressantes, mais le début était compliqué. D'accord. Donc si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais dans l'approche avec laquelle tu es allé vers ce job, cette belle opportunité? Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais des choses différemment?
Écoute, même si je me repose la question aujourd'hui, je ne saurais même pas y répondre. Parce que, comme tu as dit, c'est des opportunités, on a envie et besoin de les saisir. Parce qu'on a peur de regretter. Mais clairement, s'il fallait rejouer la même chanson, je jouerais avec un tempo moins rapide. Je le ferais plus doucement, observer, comprendre, apprécier les choses avant même de s'embarquer. Comme je disais, quand on est jeune et quand on rentre, on a besoin de démontrer qu'on sait mieux faire, qu'on sait bien faire. Et à ce moment-là, on a vite envie de jouer avant de regarder. Donc là, il y a un conflit entre deux choses. Il y a la pression de saisir l'opportunité qui peut nous échapper, et puis le fait de temporiser. Tu vois, c'est ce combat-là qu'il faut, finalement, qu'il faut dépasser. Et dire, voilà, je suis obligé de temporiser. Il faut laisser le temps aussi à ces opportunités-là, leur laisser un peu plus de temps pour mieux les absorber. Oui, il faut les prendre, comme tu dis, mais une fois qu'on est dedans, il faut prendre le temps de négocier son virage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer un peu à l'aveugle. Je prendrai pas d'exemple pour dire le Maroc c'est compliqué, le Maroc c'est dur, c'est pas vrai, mais une entreprise marocaine, une fois qu'on est dedans, elle existe pour une raison, et si elle dure, c'est pour une raison aussi. Donc il faut vraiment la comprendre dans sa complexité, dans son organisation, avant peut-être de pas faire de faux pas, mais avant de pouvoir tirer un constat ou une conclusion qui est peut-être hâtive. D'accord, ok, donc bien comprendre son contexte, le contexte où on est, où on met les pieds et puis on se développe. Et puis, donc là, tu vas y passer combien de temps finalement ? Je vais passer presque 2 ans, dont une grande partie pas au Maroc en fait, parce que je serai très vite en charge de la gestion des projets de cette entreprise en Afrique, des projets gaziers, notamment dans le stockage, dans l'emplissage et dans la construction de terminaux gaziers. Ça va être vraiment une très 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 belle aventure, un peu partout en Afrique, dans quelques pays du continent et au-delà d'avoir eu la confiance très rapidement et la responsabilité, puis tisser un très grand réseau à travers l'Afrique, dans le secteur énergétique, mais aussi dans le secteur bancaire, dans la partie publique et ministérielle. Et vraiment, j'en retiens une très belle leçon en termes de gestion des relations et surtout une connaissance du continent africain que j'ai jamais pu développer. Même quand j'ai pu être à l'étranger, que j'ai pu voyager, faire des déplacements professionnels, là vraiment j'ai pu être en immersion pendant des semaines et des semaines en Afrique. Ok. Et des belles choses à découvrir. Des belles choses à découvrir et c'est différent des discussions de café ou de dîner qu'on peut avoir. L'Afrique c'est l'avenir, l'Afrique ça croît, l'Afrique c'est magnifique. Quand on va en Afrique, parfois on change d'avis sur pas mal de choses. Et surtout que j'ai été dans des zones un peu reculées. Quand on fait des chantiers énergétiques, c'est pas au centre d'Abidjan ou de Dakar qu'on les fait. Donc j'ai pu voir un peu les choses de très près. Et j'ai développé un amour incommensurable pour l'Afrique aussi. Ok. Donc est-ce que cette parenthèse finalement, qu'est-ce que tu vas en retenir ? J'en retiens beaucoup de choses parce qu'il y a des choses dans cette entreprise que je ne veux pas réitérer dans la mienne. Il y a des choses dans cette entreprise qui fonctionnent et qui ont fait leur preuve pendant des dizaines d'années qu'il faut clairement reprendre. Comme quoi, par exemple ? Tu sais, à prime abord, il y a des choses qui peuvent nous paraître extrêmement bizarres et on se dit, mince, ça peut pas marcher comme ça. Mais parfois, il y a de la fermeté. Et pourtant, ça marche. Voilà. Je vais donner un exemple qui est très simple. Parfois, il y a des managers qu'on va voir qui vont gérer avec fermeté avec certains ouvriers, avec certains agents. On va se dire, écoute, comment ça se fait ? Pourquoi il faut quand même créer une proximité. Parfois, tu sais, l'ouvrier ou l'agent marocain a besoin aussi de fermeté et d'avoir des ordres bien clairs. On ne peut pas lui demander forcément son avis sur tout pour qu'il puisse réaliser, pour qu'il soit aussi confortable avec ce qu'il fait. Et il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Là, ne pas déléguer, ne pas donner faire confiance, c'est des choses que clairement je n'ai pas envie de réitérer dans une aventure comme celle de Badil. Et voilà, donc c'est des petits enseignements qu'on a et chaque entreprise a son contexte et bien chaque entreprise est dans un certain secteur et voilà. Tout à fait. Il faut aussi que chaque entreprise fasse son learning. Exact. Alors donc avec cette expérience-là, franchement très intéressant pour le coup, avec la dimension internationale, la dimension managériale, la dimension métier,
Alors, qu'est-ce qui va t'amener à quitter cet environnement Ma voiture. Mhm. En fait, j'arrive et tout fraîchement arrivé pour commencer ce job. Bon, je mets 2 mois à avoir un ordi, 2 mois aussi pour avoir un bureau. Mais bizarrement, je mets que 5 jours à avoir une voiture. Parce qu'il y en avait tellement qui traînaient dans le garage. Il y en avait bien une pour moi. Et en fait, celle que j'ai eue, c'était clairement pas une voiture adaptée pour moi. Mhm. Et c'était une voiture très grande pour quelqu'un qui est seul, qui arrive à Casa, qui veut faire la fête et sortir avec ses potes. C'est quoi, un break Ouais, un truc qui servait un gros machin, un monospace, voilà, un truc qui était tout sauf pour moi. Mhm. Et quand je remonte voir le DRH, je lui dis écoute, je pense que tu t'es trompé de personne ou j'ai peut-être pas renseigné le bon âge sur ma fiche de présentation. Il me dit non, c'est ce qu'on a. On a déjà signé pour 60 mois sur ce véhicule. On peut pas le résilier. Tu prends ça et voilà, on attend encore 37 mois ou 38 mois et à ce moment-là, on pourra résilier et tu pourras changer. Ok. Et là, je me dis merde, il y a un souci. Au Maroc, ils savent pas ce que c'est que les contrats flexibles ou les contrats qui évoluent. Il y a un souci. Mhm. Et là, je pose la question, c'est quoi comme contrat? Tu avais fait de la LLD en Europe pour toi Ouais, dans une des boîtes où j'étais, il y avait de la LLD, mais je savais pas trop comment ça fonctionnait. Je m'étais jamais intéressé parce que j'avais pas eu de soucis. D'accord. Et là, surtout qu'en Europe, tout le monde n'a pas accès forcément à la LLD et on sait pas trop, on tous en métro. Et là, j'arrive et on me dit que c'est de la LLD et je commence à creuser, à savoir ce que c'est que cette LLD. Là, dans ta tête, tu revois la machine qui fait le... Non, pas du tout. Là, je vois, comment on appelle ça, le vernis à ongles. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vois le bout de mon nez. Je sais comment je fais pour me débarrasser de ce Tu veux te débarrasser de... Voilà, comment je trouve un moyen de toucher le patron de cette LLD et lui dire écoute, résilie-moi ce contrat. Moi, j'ai besoin d'une petite voiture. C'était ça ton problème? Voilà. Ok. Au début, je commence comme ça et je me dis un souci. Et au même moment, il y a des discussions au Maroc. J'ai l'impression que le point Godwin, c'est pas Hitler, en fait, c'est les voitures. À la fin de chaque déjeuner ou de chaque repas, t'as quelqu'un qui va dire mon voisin a acheté une voiture, j'ai un problème avec ma voiture. Est-ce que t'as vu cette nouvelle voiture? Donc on a ce sujet qui revient. Tu feras l'expérience au resto. Tu tends l'oreille, tu auras surtout une discussion de voiture. Toujours le petit quart d'heure voiture. Ouais. Voilà, et il y a plein de discussions de voitures dans mon entourage, un peu partout, les amis, et je compile les sujets. Et vraiment, je dis, mince, il y a un vrai souci de voiture dans ce pays, il y en a partout. Tout le monde se ruine pour en acheter, ils n'achètent pas de maison, ils achètent des voitures. Et ils sont capables de ne pas prendre leur petit-déj, mais il faut qu'ils démarrent leur bagnole. Il y a un souci. Bon, je fais le forcing, tu imagines Karim, je reste pas avec ce monospace, je fais escalader le truc là où il faut. En quelques semaines, je réussis, quelques mois plutôt, je réussis à avoir une petite voiture sympathique pour voyager, faire le beau. Mais je me dis que moi je m'en suis sorti, mais la plupart de mes collègues sont encore en train de traîner, soit parce qu'ils ont 5 gosses, ils ont encore un petit petite citadine, ou soit ils ont une grosse voiture. Donc, en fait, le véhicule n'évolue pas avec la situation personnelle. Pas du tout. Collaborateur. J'ai un ingénieur qui était devenu directeur, il avait encore sa, je donnerai pas de nom, mais il avait une mini voiture qui clairement cadrait pas avec lui. Donc voilà, il y avait un souci. Donc là, tu regardes qu'il y a un problème, de fond chez les uns et les autres, que ce soit au sein de cette boîte ou auprès des proches, c'est ça? Exact. Et là, je me dis écoute. Les voyages en Afrique, c'est très long, l'avion. Je vais commencer à griffonner des choses sur mes bouts de papier. Et je commence. J'ai un papa magnifique aussi qui adore l'automobile, qui a passé plus d'une quinzaine d'années dans le transport autoroutier, et bien connecté avec les concessionnaires et les marques d'importation. Donc, je commence un peu à aller faire les fins de journée là où il faut. Donc là, c'est le vernis à ongles qui marche. Là. Moi, je le vois plutôt comme ça. C'est qu'il y a... quelque part chez toi, c'est déclenché un peu, il y a un projet entrepreneurial. Écoute Karim, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est je me dis vraiment pas du tout. Je vais y réfléchir, je vais trouver une solution et je vais la donner à quelqu'un.
Non, mais si tu réfléchis sur le papier, c'est que tu moi, conceptualises. Oui, mais je me dis, je suis rentré, c'est bon. Là, la prochaine case, c'est je vais me marier et faire des enfants. Donc, je vais quand même pas m'emmerder à faire un projet entrepreneurial. C'est bon. Tu te voyais pendant 20 ans dans la boîte où tu étais. Ah ouais, j'essayais de regarder si le bureau d'au-dessus, il était sympa. Avec une expatriation peut-être. Peut-être, mais clairement pas ça. Donc là, je commence et en fait, je commence à en parler un peu autour et je commence à brainstormer, à dessiner les contours de l'offre Badil un peu. Et j'en parle à Abdelrahman Setré aussi, qui est le DG de Badil aujourd'hui, qui est un monsieur magnifique, qui vient de tout autre secteur que l'automobile, et avec le papa aussi qui... même s'il n'a pas l'âge d'avoir des idées comme ça, est embarqué, me dit cette idée que tu es en train de me dire va révolutionner la vie de la mobilité au Maroc. Alors juste pour Abdelrahman Setré, parce que c'est quand même un des associés fondateurs en tout cas, quelque part dans les médias, il est même DG de... Oui, Abdelrahman est directeur général et je suis directeur général adjoint. Alors, comment vous êtes rencontrés? Peut-être juste flashback ou comment vous connaissiez? Écoute, ouais, on se connaissait d'avant et c'est un gars extrêmement, au-delà d'être intelligent, il est extrêmement sage. Et je me suis dit, avant de pitcher mon offre, je vais la pitcher pour lui. D'accord. Et je vais pitcher ce truc-là pour Abdelrahman, et s'il me dit que c'est nul, c'est que c'est vraiment nul. Est-ce que c'était de tes mentors? À ce moment-là, non, mais aujourd'hui, oui, clairement. D'accord. Est-ce que tu as eu des mentors justement, tu sais, entre l'âge, au moment où tu es sorti d'école? Oui. J'avais un mentor qui était mon ancien maître d'apprentissage, Benoît Dalfero, que je salue si jamais ce podcast. J'espère que ce podcast va arriver loin. J'espère que tu lui transmettras. Je transmettrai. En tout cas, Benoît, je te remercie pour pas mal de choses. Bon, Benoît a été mon mentor pendant longtemps, même dans le début de l'aventure. Et Abdelrahman l'est aujourd'hui parce que clairement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui dirige Badil avec une main de fer, dans le sens où on est là pour vraiment mettre les bons blinkers pour que ça fonctionne très très bien. Et quand tu parlais d'âge tout à l'heure, Abdelrahman, c'est quelqu'un qui a peut-être 2 fois mon âge, mais on a le même âge. Non, ce qui est intéressant dans cette histoire de mentor, ce qu'il y a vraiment, c'est cette fusion entre, tu vois, cette transmission, cette fusion-là qui fait que vraiment le résultat est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, l'ambition, et puis il y a aussi l'expertise, la sagesse et ce qui était génial, c'est que une fois que j'ai pu pitcher cette idée, je lui ai dit, écoute, voilà, je vais te dire un truc. Je pense que j'ai trouvé un truc sympa, mais regarde ce que tu en penses. Est-ce que ça peut servir à quelqu'un ou à quelque chose? Il me dit, écoute, ça peut te servir et nous servir. Moi, je suis prêt à tout abandonner à plus de 50 ans, se dire de tout abandonner pour une idée qui n'existe encore pas. C'est vraiment courageux, et on a embarqué après avec nous d'autres personnes qui ont fait le pari fou de rejoindre Badil. Alors, c'est quoi ton idée? Exprime-la si tu arrives à te souvenir dans les mots où tu l'as exprimé à ce moment-là. Tu arrivais quoi, avec un bout de papier? Moi, était très simple. J'en avais parlé à des amis, mais s'il fallait retenir une phrase, c'est une nouvelle voiture tous les 15 mois. D'accord. C'était vraiment le message clair. Avec un ami, il me disait, écoute, si tu lances ce truc, il faut une super campagne à Casa avec des gros 4x3, tu fais une voiture neuve tous les 15 mois. Et en fait, l'idée, c'était quoi? Subliminalement, de manière plus discrète, entre guillemets. Ce qu'il fallait, c'est que on flexibilise l'accès à la mobilité. Parce que derrière tout ça, il y avait 3 problèmes, Karim. Derrière Badil se cachaient d'autres soucis de l'automobile. On ne résolvait pas que la flexibilité, on résolvait aussi le problème de l'occasion. On a un gros problème au Maroc, c'est qu'on a 500 000 véhicules qui se vendent chaque année, dont 75% sont nos véhicules d'occasion. Les véhicules neufs sont 150 000 véhicules chaque année à peu près. Donc tout le tralala que font les cabinets ou les boîtes de l'organisme de financement, ils se bagarrent pour 25% du marché. Parce qu'ils financent que le neuf. Ils financent que le neuf. D'accord. Et là, tu as un gros banquier, une fois que je vais le voir avec cette idée, à ce moment, il me dit, en fait, on passe notre journée à se bagarrer pour 25% du marché, mais personne ne peut toucher ce 75% parce qu'ils sont trop vieux. En valeur, c'est quoi le marché au total? 500 000. En valeur?
en bah, dirhams. tu fais 500 000 que tu multiplies à peu près par, je sais pas moi, entre 150 et 200 000 dirhams de montant moyen. Bon, ok, j'ai pas, Voilà, pas faire le calcul, mais c'est assez monstrueux. Ça fait beaucoup d'argent. Ok. Et du coup, je dis, mais attends, vous avez 75% du marché que vous pouvez aussi toucher et vous vous bagarrez sur les 25%, sachant que sur les 25%, t'as en plus que 70% qui sont financés. Les restes, bah, c'est du cash ou c'est Alors peut-être qu'il y a du crédit à la conso qui part aussi. Il y a aussi ça, mais en tout cas, voilà, il y avait une grosse partie du marché qui leur échappe. Et du coup, avec Badil, on s'est dit, bah, au-delà du fait de flexibiliser l'accès à l'automobile, de changer de véhicule chaque 15 mois pour faire évoluer le véhicule selon les évolutions des besoins et des, comment dire, des besoins, des progressions vie, sociales, etc. des styles de vie, bah, on va en plus alimenter le marché de l'occasion avec des occasions qui sont finançables neufs, à quasiment 0%. Pourquoi ? Parce que pourquoi on finance pas l'occasion ? Parce qu'il a 4, 5, 6, 7 ans, il est dans un état catastrophique et il sert à rien. Et le quatrième problème et la vraie solution qu'apporte Badil, ou le vrai apport, c'est de transformer la mobilité comme une mobilité intelligente. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je paye ma mensualité chez Badil, c'est équivalent à payer un ticket de métro. Je paye pour bouger d'un point A à un point B. C'est-à-dire que quand je paye un ticket de métro, je ne me pose pas la question qui va le conduire, est-ce qu'il est assuré, s'il tombe en panne, comment je fais pour changer de métro. Non, c'est je paye, je dois aller à un point A, un point B. Vous démerdez. Bah, chez Badil, c'est pareil, on paye une mensualité. Chaque 15 mois, on change de véhicule. Tout est inclus. L'assurance, l'entretien, la vignette, les sinistres. Bon, on a un véhicule de remplacement dans les 4 heures. Grand maximum, les remorquages, les taxes, tout est déjà inclus. Donc vous avez bundlé tous les services, c'est ça, autour de la mobilité. Autour de la... Enfin, je ne sais pas la mobilité, mais je me positionne comme l'utilisateur de l'usager d'un véhicule, donc avec tous les services dont j'ai besoin. Donc tu vas parler de la panne, de l'entretien. Donc vous allez bundler tous ces services-là et finalement je paye un abonnement où je vais pouvoir bénéficier de tous ces services-là. Exactement. Ok. Et du coup, cet apport-là est pas négligeable. Vous allez me dire, oui, mais il y a déjà des sociétés qui font ça au Maroc. Sauf qu'en plus de ça, on a décidé de prendre un autre virage. On va le proposer aux entreprises, qui est un peu le cas. Nous, l'offre n'est pas, entre guillemets, divisable. Elle est la même pour tout le monde, d'une limousine jusqu'à un utilitaire. Tout le monde a le droit au même service. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est que ces véhicules-là, on arrivera tout à l'heure dessus, sont équipés de machines technologiques extraordinaires. Et en plus, on a ouvert ce service aux particuliers. C'est-à-dire que même monsieur, madame, tout le monde peut venir et louer son véhicule sur une longue durée et le faire changer chaque 15 mois. Très bien. Donc, c'est une promesse qui est possible pour tout type de client. Exactement. Et c'est là où la mission de Badil, parce que si tu veux bien, dans la tête d'un entrepreneur, ce qui l'anime, c'est sa mission et sa vision. Et moi, je suis plus axé sur la mission parce que vraiment la différence, c'était d'expliquer aux Marocains, et c'est ce qu'on fait tous les jours, et j'espère qu'on va y arriver dans quelques années, que acheter une voiture, c'est pas comme acheter une maison. Parce que dans la tête du Marocain aujourd'hui, il achète une voiture comme il achète une maison. C'est un investissement pour lui. Et il va y réfléchir, il va en mettre tout le monde dans cette décision, il va aller à la banque. Mais c'est un vrai investissement. Et non, c'est une perte sèche. Un investissement, si tu veux que je te le redéfinisse de manière économique, je peux le faire. Ou macroéconomique, c'est un actif qui va stagner ou s'apprécier dans le temps. Je n'en connais aucune des voitures qui stagnent, dont la valeur stagne ou s'apprécie. À moins que tu aies une Ferrari que tu vas garder pendant 90 ans chez toi. D'accord. Donc, du coup, c'est une perte sèche. C'est une perte en sèche. fait, c'est comme si tu me disais un pass Navigo, c'est un investissement. Ou encore un carnet de tickets de bus ou de tramway, c'est un investissement. Non, mais la voiture, de toute façon, il y a un coût de transport. Donc, il faut l'assumer, l'optimiser. Exact. Et jusqu'à la revente. Exactement. Et ça, c'est l'autre problème, c'est quand on achète son véhicule, il faut le revendre. Et c'est une autre paire de manches au Maroc. Vous connaissez tous à quel point c'est pas simple de vendre un véhicule au Maroc. Et avec tous les aléas qu'il y a. Et l'autre souci, ou en tout cas l'autre contrainte, la mission principale de Badil, comme je te disais, c'était de transformer la mobilité de la rente intelligente. Et pourquoi je me suis lancé la vraie raison, on en discutait très longtemps avant que je le fasse, c'est
est-ce que c'est le bon moment? Cette citation de Victor Hugo que j'aime beaucoup, c'est rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et en fait, je me suis dit je pense que cette idée, son temps est venu parce que le changement de véhicule chaque 15 mois, il est pertinent dans ce contexte actuel parce qu'on va arriver sur de l'hybride, on va arriver sur de l'électrique, et chaque année, en fait, on va vivre ce qu'on a vécu avec les smartphones. Chaque année, on va avoir une nouvelle voiture avec une nouvelle motorisation, et celle de l'année dernière ne vaudra plus rien. Donc aujourd'hui, vraiment... À ce point-là, le cycle de vie des produits des voitures va... Enfin, parce quand on a un nouveau smartphone, il a, je sais pas, 3 ans de durée de vie ou... Durée de vie pour fonctionner, mais aujourd'hui, tu connais le prix de la décote d'un smartphone dès qu'il y a le prochain qui sort, il perd 80% de sa valeur. Voilà, d'accord, ok. Donc là, ça va se je vais faire des citations, je vais citer des marques, mais entre l'iPhone 6 et l'iPhone 7, le 6, tu n'as même plus envie de le voir devant quand le 7 est déjà là. D'accord, donc les voitures vont aller vers ce mouvement-là. Sont en train d'aller vers ça, clairement, parce que surtout avec le contexte qu'on a passé là, la question environnementale et écologique est en train d'être au centre des interrogations. Les constructeurs ont mis les bouchées doubles, ils vendent moins. Donc ils ont besoin de vendre mieux et ils se concentrent sur ce volet-là. Je te le rappelle, le premier iPhone, c'est pas il y a 50 ans. Et chaque année qu'il y en a un qui sort, il balaye celui de l'année dernière. Et concrètement, quand on s'engage sur des achats de 5 ans, aujourd'hui, si Karim, tu me poses la question demain, est-ce que j'achète un véhicule diesel? Je te dirais, tu es courageux. Parce que tu vas faire tes calculs et tu vas acheter ton financement pour ton véhicule, sachant que tu dois le revendre à 50 ou 60% de sa valeur dans 5 ans. Je suis même pas sûr qu'on t'en offre 20. Ok. Alors, je comprends bien. Alors, si tu permets, tu nous as bien pitché Badil et tous les avantages du concept. Est-ce que tu te souviens tu peux nous raconter les petites étapes? Donc, tu pitches le concept à ton associé, donc à Abdelrahman Sidqi. Donc tu arrives à le convaincre et si je comprends bien, tu le motives à se lancer avec toi dans le projet. Alors, tu peux nous raconter un peu les petites étapes qui vont aller jusqu'au lancement commercial, je crois en octobre 2019. En fait, octobre 2019, j'adore le répéter, le 15 octobre 2019 à 15h15, le chiffre 15, on l'aime beaucoup chez Badil. Un petit clin d'œil à Ali Boujna qui gère un peu le marketing et la marque, et à toute son équipe. Avant octobre 2019, on a vraiment démarré le 1er décembre 2018. On a démarré dans les bureaux là où tu es, avant d'acquérir les autres. On a démarré dans une petite équipe, on a essayé de rapatrier quelques gens et on a commencé et on a acquis nos premiers clients 3-4 mois plus tard. D'accord, mais attends, avant d'arriver là, est-ce que tu avais démissionné? Oui, très bonne question. En fait, très éthique que je suis, je me suis dit, écoute, cette aventure, si je décide de la vivre, je vais la vivre à 100%. Et il faut dire que j'ai eu des parents qui... Bon, à part ma maman qui au début était angoissée à l'idée que pour elle c'était je deviens quasiment SDF quand je quitte cette trajectoire de carrière qu'elle avait vue en moi. C'est vraiment drôle, mais la précarité de l'entrepreneur est effrayante parfois, parce que c'est cette impression qu'on se dit j'ai tracé toute une carrière, j'ai fait des études pour avoir une vie lisse, et du jour au lendemain je dis écoute, tout ça j'oublie et je vais devenir autre chose. Et en fait, des parents pas nécessairement entrepreneurs, si je comprends bien. Si, le papa entrepreneur, et la maman, le papa à fond, à 10 000 à l'heure derrière, et il a quasiment changé de mindset, il est devenu start-upper aussi dans l'âme. Pour me soutenir, pas d'âge. Voilà, et voilà, une maman qui, pour elle, était toujours me répéter, tu es sûr que tu peux pas faire 40% ici, 60% là, ou 50-50, ou travail à distance. Et moi, dans ma tête, c'était clair, c'est ok, une idée géniale, on en a pas tous les jours, on en a peut-être une fois dans la vie, et peut-être c'était le moment. Parce que tu sais, Karim, tout le monde se dit, bon, je vais bosser dans une boîte et à 40 ans, je vais essayer de lancer mon truc. Il faut avoir une idée pour commencer son truc. Oui. Alors... Et une fois qu'on fait le tour et qu'on cherche des idées, souvent on se rend compte qu'elles sont presque toutes prises. Oui, clairement. Non, toi, tu as eu clairement là une idée. Et puis, encore une fois, tu as eu
le courage de te lancer. Donc là, on voit les réticences de la maman. Alors, comment, je sais pas, tu peux nous raconter, est-ce que tu dormais bien à ce moment-là? Et puis, donc, finalement, tu vas poser ta démission. Ça, c'était l'euphorie, en fait. C'est vrai que c'est ces moments euphoriques, ces trucs qu'on voit dans les films. J'arrive, je suis bien habillé, parfumé, on marche bien content dans sa boîte, on va démissionner. Donc, fier. Voilà, salut les gars, je m'en vais comme un prince. Et en fait, c'est le revers de la médaille parce qu'on se dit, une fois qu'on y arrive, on se dit, je vais tourner une page. Et l'euphorie retombe quelques mois après, c'est clair, dès que les premières difficultés arrivent, dès que les premiers vrais problèmes commencent, faut payer des salaires, tu sais que les niveaux d'exigence d'un entrepreneur évoluent. Et je l'ai vécu ça. En fait, au début c'était l'euphorie et quand on commence vraiment de rentrer dans le dur, ben, les niveaux d'exigence commencent. C'est ce que vivent aujourd'hui les startups un peu à l'étranger, mais au Maroc. Quand elles sont en train de pitcher, qu'elles n'ont pas de dépenses, qu'il n'y a pas de frais et tout, c'est la belle vie, elles promettent tout ce que tu veux, c'est le sourire. Et dès qu'on rentre dans le dur, qu'on a des salariés, qu'on a des charges, ben, ça devient compliqué. Et à ce moment-là, les niveaux d'exigence diminuent. Mois et des mois, quand on payait nos salariés, qu'on payait nos charges, etc., on était content. J'étais aux anges. Et après, le niveau d'exigence évolue, on veut plus de clients, après plus de chiffre d'affaires. Et c'est là où vraiment on palpe un peu l'exigence d'un entrepreneur. Au début, vraiment, il ne veut pas être riche. Au début, il veut juste continuer à avancer. Badil, la marque est venue dès le départ avec toute l'identité, tout le... Oui, elle est venue très tôt. Elle est venue en décembre 2018. Et en fait, elle traduit vraiment ce qu'on voulait faire. C'est ramener une alternative, un changement. Et avec la force des choses, le changement, en fait, était dans le business model avec le changement de véhicule chaque 15 mois. Et c'est aussi l'alternative. Et on voulait un truc important, il voulait que ce soit arabisé ou arabophone entre guillemets, parce que la plupart des acteurs qui sont dans le marché sont des représentants de multinationales ou de filières bancaires, et soit c'est des anachronismes de 3 ou 4 lettres, soit c'est des noms de banques avec l'anacronyme LLD en plus. Nous on voulait venir expliquer aux gens, on vous parle votre langue et... C'est toi cette sensibilité marketing? Oui. Tu l'apportes direct. Arabe, oui, je voulais à tout prix l'avoir parce que je voulais qu'on soit proche des gens, surtout qu'on touchait le particulier, et je voulais que tout le monde puisse prononcer ce nom, Badil. Et le Badil, un peu, c'était cette alternative qu'on attendait dans l'automobile. Notre mission, comme je le disais, c'est de rendre l'automobile accessible, c'est-à-dire que je peux payer une mensualité et m'occuper de rien de tout après. Très bien. Alors comment vous êtes un peu répartis les rôles avec ton associé Abdelrahman? Donc lui est mentor, toi beaucoup plus jeune mais plein de bonnes idées et d'énergie. Comment vous êtes répartis les rôles? Et puis peut-être une question sur sauf si c'est indiscret, sur le financement. Donc parce que c'est un gros projet au final. En fait, Abdelrahman a vraiment la casquette du DG. Il est là vraiment pour chapeauter un peu les choses, et aussi le côté commercial qu'il connaît très bien, qu'il a eu à faire par son passé. Je suis plus en charge de la partie opérationnelle. On a des super équipes. Je pense à Abdillah, je pense à beaucoup de gens dans le côté aussi technique qui ont fait un travail formidable. Mais vraiment, moi, j'essaie en tout cas depuis le premier jour d'avoir le côté un peu plus opérationnel terrain. Et Abdelrahman, on en discute, mais vraiment agit beaucoup sur le côté commercial et le côté stratégique. Sur la partie du financement, etc., c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une structure qui est financée avec plusieurs sources. Le gros de notre métier, c'est les véhicules, l'automobile. Donc là, il y a plusieurs mécanismes de financement qu'on fait apparaître. On a des gros partenaires aussi qui agissent, qui nous ont fait confiance. Et vraiment, ça rassure parce que les partenariats qu'on a aujourd'hui, on a réussi à les sceller dès les premiers jours de Badil. On n'a pas eu beaucoup de mal à le faire. Pour 2 raisons. La première, le business model était innovant. Et on va pas se le cacher, les Marocains, les entreprises marocaines aiment l'innovation. Elles ont peut-être du mal à la construire,
Mais dès qu'on arrive avec un projet mature et complet pour ces dernières, elles en veulent. Les Marocains aiment la disruption, aiment les nouvelles idées, etc. Après, donc j'imagine que vous avez eu la problématique de l'exécution pour exécuter aux meilleures conditions. Donc, ce serait intéressant peut-être que tu nous expliques finalement, Badil, qu'est-ce que vous avez fait? Vous achetez des véhicules neufs et puis vous les... Je vais reprendre les paroles d'Abdelrahman. On est une société de service en fait. On ne fait ni de l'automobile ni autre chose. Okay. C'est là où je vais parler de data et tu me le rappelleras avant que j'oublie, parce que c'est aussi notre cœur de métier. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va, acheter des véhicules. On va les équiper de pas mal de technologies embarquées pour pouvoir les suivre, pour gérer l'entretien de ces véhicules, pour gérer les révisions, pour prévenir les sinistres aussi, etc. D'accord. Mais ces véhicules, on va surtout les mettre à disposition de nos clients pour qu'ils puissent rouler d'un point A à un point B tout le temps pendant la durée de leur contrat et les changer chaque 15 mois. À ce moment-là, ils auront une deuxième vie, etc. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ce qu'on a construit, c'est des process, et ce qu'on a construit, c'est une offre de service avec un service client qui, lui, est à l'écoute des clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas d'assistance au Maroc à l'étranger. On a aussi une équipe de fleet managers qui, eux, vont chérir et vont prendre soin de ces véhicules si jamais ils tombent en panne, si jamais il est sinistré, il faut qu'ils fassent en sorte que ces véhicules soient rapidement réparés et soient debout pour qu'ils soient de retour chez leur conducteur. Donc là, vous êtes sur des véhicules neufs, on est d'accord. Toujours. Et comment vous avez fait le choix de se dire, tiens, on va acheter 100 voitures comme ça, 200 voitures comme ça? En fait, on ne choisit pas, c'est le client qui choisit en fait. On n'a pas de stock. En fait, un peu comme Airbnb, Uber, on n'a pas un dépôt. D'accord. Les bureaux tués sont nos seuls espaces. D'accord. On a quelques espaces d'entreposage temporaire, des pauses minutes un peu. Mais le but, c'est on travaille en flux tendu. Donc je suis client entreprise, j'ai besoin d'une entreprise. Je vais commencer. J'ai besoin d'une petite flotte, vraiment petite. Donc je vais prendre 2-3 véhicules que je vais choisir, soit sur le site, soit directement dans le cadre d'un rendez-vous en entretien commercial. Et après, toute cette machine-là se met en marche. De livraison des véhicules, sortie de stock. Il suffit d'exprimer son besoin, accepter sa proposition commerciale. Tu regarderas sur le site internet, mais en 7 jours, on est livré du véhicule qu'on souhaite. Très bien. Donc avec le petit boîtier qui va faire la techno. Pas un boîtier, mais c'est un petit système qu'on installe et qui permet. On ne sait pas où le véhicule est, on ne localise pas le véhicule, mais ça nous permet surtout de savoir quel est le kilométrage. Et typiquement, si tu as un voyant qui est allumé dans ton véhicule, on est capable de dire attention, Karim. On va t'appeler le matin, ta batterie est déchargée, ne bouge pas, on t'envoie un véhicule de remplacement pour que tu sois pas en retard pour aller au travail ou pour enregistrer ton prochain podcast. Alors ça c'est très intelligent. Est-ce que c'est une technologie entre guillemets marocaine ou personnalisée? Comment, sur le plan techno, si tu peux nous en parler? Ça, je pourrais pas t'en dire beaucoup plus, mais on essaiera dans quelques temps de se retrouver et on fera peut-être une démonstration vidéo à ce moment aux auditeurs. Mais en tout cas, c'est une technologie in-house qu'on travaille avec des partenaires ici à l'étranger. Et qui nous permet à la fois d'anticiper les échéances, mais le gros du gros aussi, ça nous permet de mettre en place des rapports d'activité à la fois sur l'application mobile et sur le téléphone pour les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment les entreprises gèrent leur flotte, ils les gèrent un peu comme ils peuvent, avec quelques petits fichiers Excel, etc. Là, on leur donne l'occasion d'avoir des rapports et on peut même leur dire grâce à nos dispositifs combien la voiture a consommé de carburant. Et ils peuvent savoir à ce moment-là si c'est conforme. Même la consommation du carburant. Oui, ils sont capables de savoir combien leur voiture a consommé. Ils savent aussi à quelle vitesse ont roulé les conducteurs. Est-ce que c'est des chauffards ou pas du tout? Combien ils ont émis de CO2, combien de kilométrage ils ont parcouru, quand sera leur prochaine révision. Comme ça, si le bonhomme doit être en déplacement, qu'ils ne prennent pas de risques. Et on est même capable de leur anticiper les coûts de dépassement kilométrique ou autres dépenses à venir s'ils devraient en faire. Voilà, c'est un peu le travail. Et tout ça nous permet de travailler ensemble leur changement de véhicule. Parce qu'on peut remarquer grâce à la data qu'on récolte qu'en fait, il a choisi une citadine et en fait non, ce qu'il lui fallait lui plutôt c'était un SUV parce qu'on a remarqué que dans la data qu'on récolte il n'a pas choisi le bon véhicule. Donc là c'est vraiment le niveau d'exploitation de la donnée plus. Mais non, c'est intéressant. Donc on voit bien la création de valeur que ça a pour les entreprises. Donc par rapport encore une fois, on dit que dans ce qu'on
on voit de l'extérieur, c'est que ça a apporté une vraie solution, un peu de rupture par rapport au marché existant. Et donc là, ce côté technologique, donc système embarqué, etc. Bon, j'imagine qu'il existait avant, mais peut-être vous l'avez peut-être exploité de manière plus intelligente. On l'a surtout généralisé en fait. C'est un coût supplémentaire. Et on a décidé d'intégrer ce coût parce que pour nous, en fait, c'est pas un coût, c'est une économie pour les entreprises. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut le voir. Aujourd'hui, ça nous permet aussi de gérer avec anticipation nos véhicules, d'optimiser en termes de ressources. Quand on gère des entretiens à la journée ou la veille, on a besoin de plus de ressources pour gérer l'urgence. Chez Badil, on vous appelle si tu es client Karim 15 jours avant pour te dire attention Karim, il te reste plus que 500 km avant l'échéance. Comment tu le sais? On a accès à ton kilométrage. On a déjà pris rendez-vous pour toi. Donc prépare-toi, on passera récupérer ton véhicule et on te le ramènera quelques heures plus tard. Ok, très bien. Écoute, c'est très intéressant. Sur ce sujet techno, donc il y a du développement, donc il y a du développement web et puis il y a du développement mobile, il y a de la data. Comment de la feuille blanche, je rappelle, tu fais partie un peu de la feuille blanche, c'est assez ambitieux comme produit parce qu'il y a différentes dimensions et puis il y a surtout on voit qu'il y a un aspect roadmap, c'est-à-dire que tu as parlé de décembre 2018. Oui. Sur les technos, comment vous avez un peu roadmappé les choses? En fait, sur la techno, c'est pour ça que je disais que c'était intéressant aussi, pas l'association, mais la rencontre que j'ai faite avec Abdelrahman, qui est quelqu'un qui est du monde de l'IT. D'accord. Et il vient du monde de l'IT et c'est vraiment une aubaine parce que, moi j'ai fait beaucoup de programmation, un peu en école et après dans mes premiers boulots, mais ça restait de la programmation qui était appliquée au métier, donc qui n'était pas vraiment de la conception ou du process IT. Et en fait, on a benchmarké, on a pris le temps de benchmarker. Vraiment, nos premiers clients n'ont vu le jour, on a reçu leur véhicule qu'en mai et juin 2019. Donc, on a pris presque 6 mois à benchmarker, à essayer, à faire des pilotes avant d'arriver à ça. D'accord. Donc, et puis la partie, il fallait concevoir ces applications, les développer, les tester. Exactement. On a des devs chez Badil et on a investi dans ces ressources-là. C'est bizarre pour une boîte qui fait de la mobilité ou comme dirait vulgairement quelqu'un du marché, de la location de voitures, avoir des devs, c'est quasi inconcevable. Quand on fait de la location, on a des commerciaux, on a des comptables et des gens qui gèrent la flotte. Nous, vraiment, c'est pas ce qu'on a. On a beaucoup de devs, à la fois pour gérer les interfaces web et digitales, et on a des gens pour surtout développer le futur de la data et pour la mobilité. Et on a aussi des systèmes d'information pour gérer cette flotte, parce qu'entre le commercial, les tickets, les demandes des clients, les réponses automatiques, l'assistance, il faut bien des outils de gestion SI. Et on a des choses assez puissantes. Aujourd'hui, on a investi dedans et on en est vraiment satisfait parce que même les clients le sont, alhamdoulilah. Donc tout ça, c'est du développement interne. Une partie des choses sont en interne, une partie sont outsourcées. D'accord. Mais ce qui est crucial ou ce qui est sensible est fait en interne. D'accord. Et donc vous avez, peut-être que tu as joué, peut-être nous expliquer que tu as joué le rôle un peu de définir un peu les fonctionnalités. Oui, on a passé du temps vraiment à installer les process, à les rédiger. On les a repensés pendant le Covid. C'était une superbe occasion de 1 an après se dire ok, cette roadmap qu'on a définie, est-ce qu'il faudrait peut-être pas la reprendre? C'était une bonne phase parce qu'avec le recul et avec même le contexte, ça permet de définir ça. Et je fais un parallèle, mais c'est intéressant. Mais ça a prouvé toute la force et la pertinence de notre modèle. Pourquoi? Parce que ce changement de véhicule tous les 15 mois, beaucoup de gens chez nos confrères ont résilié leur contrat. Et quand ils sont chez Badil, ils disent ok, c'est pas grave, c'est Covid, c'est incertain, mais au moins je sais que dans quelques mois je vais changer, donc je vais voir comment ça va bouger. Si ça se passe pas bien, je vais passer à la gamme inférieure et je vais baisser ma mensualité. Et si jamais, alhamdoulilah, tout se passe bien, je vais rester sur mon véhicule. Si jamais mes enfants ne vont pas à l'étranger étudier parce que j'ai des soucis d'argent, Covid, je vais pas changer vers un petit véhicule, je vais garder mon monospace. Donc vraiment, on a vu que la flexibilité dans le temps de crise et les temps d'incertitude était vraiment une chose très recherchée. Ouais, tout à fait, c'est un nouvel argument qui vient se mettre sur la table. Exactement, et les gens aussi qui devaient acheter une voiture aujourd'hui sont en train de penser dans ce contexte à la location longue durée. Pourquoi? Parce qu'ils se disent on ne sait pas où est-ce qu'on va. Quand on achète, on est étranglé pour la vie, entre guillemets. Quand on peut louer sur une longue durée,
on laisse les choses venir et on verra plus tard. D'accord. Alors justement, une question intéressante sur peut-être la partie tarification, pricing. J'ai un super client là. Non, mais c'est vraiment de la curiosité de se dire bon, vous allez j'imagine que vous avez fait un business plan très très intelligent. Bon, vous avez pas mal d'investissements en face, etc. Comment, par curiosité, comment vous avez monté finalement ce tarif qu'on voit affiché sur le site web, tu vois, par véhicule, pour dire voilà quelles ont été les grandes logiques? Écoute, on a appris à benchmarker pendant cette phase et on a regardé comment est-ce qu'on faisait ailleurs. On s'est rendu compte qu'ailleurs, on faisait un pricing bancaire. A plus B plus C plus D égale E. On s'est dit, on va réinventer un peu la chose. D'accord. On va pricer correctement, mais peut-être pas comme tout le monde. Et on a fait les choses correctement, avec des niveaux de marge qui sont bien, avec des choses un peu plus agressives, notamment pour aller chercher la pertinence plutôt que de chercher la sécurité. Je m'explique. Souvent, dans les logiques de pricing, moi-même ayant fait du pricing avant, on fait en sorte de pricer en gardant une marge de sécurité, parce qu'on n'a pas le temps d'aller regarder où est-ce qu'on peut cost-killer en amont et où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut optimiser et chercher à structurer en amont. Le travail qu'on a fait pendant pendant une année, c'est on allait constituer des énormes bases de modèles de pricing, à la fois de la partie maintenance, SAV et même VN, pour se dire, écoutez, on va pas faire payer au client le prix de l'incertitude. Je sais pas combien je vais réparer ma voiture, est-ce que c'est 100 ou 500, je fais une grosse fourchette sur la partie pneus, non, on allait chercher les vrais prix exacts pour que cette incertitude soit plutôt quelque chose dont on fait bénéficier le client. Et all in all, ça nous permet d'avoir des loyers aujourd'hui qui sont bien étudiés et qui sont compétitifs par rapport au prix du marché. D'accord. Donc attends, juste pour cette partie réparation, c'est ça? C'est Badil qui prend en charge ou c'est le... c'est Badil. Enfin, aujourd'hui, le client ne prend en charge que son carburant. Ok, d'accord. Et donc, et si jamais il fait un accident ou un sinistre, aujourd'hui, s'il n'est pas responsable, il ne paye rien de sa poche. Si jamais il est responsable pour X, Y raison, il va payer pas plus que sa franchise, quoi. D'accord, ok. Bon. Tout en sachant que quand son véhicule est sinistré, il a sur le champ un véhicule de remplacement. Donc, pour lui, sa mobilité du point A au point B n'est jamais interrompue, et ça, c'est vraiment important. Très bien. Non, vous êtes clairement sur un service à très forte valeur ajoutée. À partir du moment où on fait le deuil de ce besoin d'acheter et de posséder, tu vois. Exact. Et juste, le fait de profiter de louer. J'ai pas vu de simulateur. Je vais donner un avis client pendant 5 minutes. Mais j'ai pas vu de simulateur qui permet de dire, je vais calculer pour voir si finalement je gagne de l'argent. En prenant Badil. Ça, c'est un retour qu'on nous a fait pendant quelques mois, in fine. Aujourd'hui, cette simulation, on l'a fait in real time aujourd'hui avec nos clients, soit au téléphone ou physiquement quand ils se rendent chez nous. C'est difficile de simuler, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de simulateur aujourd'hui. On est en train d'y travailler. Pourquoi c'est difficile de simuler? Parce que réparer sa voiture ou l'entretenir, ça peut coûter d'un ratio de 1 à 10. Comme aussi la revendre, tu sais, quand on price et on simule, ce que j'ai gagné ou perdu, c'est aussi la revente quand on fait le financement. Le taux d'intérêt de Karim n'est pas celui de son ami. Il peut varier de 3, 4 à 5% et c'est presque 50 000 dirhams d'écart sur des petits. Oui, mais je pense que mettre quelques moyennes ou quelques références, ça peut aider le chaland à C'est pas faux. En tout cas, je te remercie pour ce retour et je... de toute façon, vous l'avez déjà eu, j'imagine. Je pense qu'il faut aller dans ce sens également, même si je pense que les entreprises sont plutôt votre cible. En fait, sur les entreprises qui sont 90% un peu de nos clients, mais c'est pas par choix, c'est parce que le marché est comme ça aujourd'hui. On a quand même une grande partie de clients qui sont particuliers, on en est fiers, on est en train de les capter tous les mois de plus en plus, de grosse croissance. Très grosse croissance sur le particulier. Mais c'est vrai, les entreprises, cette comparaison, on leur fait, parce qu'on fait des cases pour chaque entreprise. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour le particulier, il y a tout un travail pédagogique et la simulation en fait partie. Mais on y travaille parce que le but, ce n'est pas de faire une simulation pour en faire une, mais il faut vraiment qu'elle soit pertinente et vraie à quel que soit le véhicule et quel que soit le client.
Alors, je vais aller sur un autre terrain. Comme je suis curieux, c'est le juridique. Tu as parlé, il y avait des contrats de 5 ans, je crois, dans le secteur classique. Et vous venez avec une offre en 15 mois de renouvellement. Donc, il y a certainement une nouvelle forme juridique de l'offre. Est-ce que tu as travaillé sur ça Écoute, oui, c'est quelque chose qui a été un des points d'orgue du business model. Et dès le début, on a dû ficeler ce volet-là. Il n'y a pas que le contrat, il y a aussi les agréments pour exercer cette activité parce qu'in fine, on fait de la location longue durée. Personne ne peut louer. On est au Maroc encore. La location en peer-to-peer n'est pas autorisée, donc il faut être agréé pour le faire. Il faut aussi regarder ces notions de protection de données sur lesquelles on a travaillé aussi. Cette notion de gestion de la flotte. Et aussi ce volet contractuel, oui, il y a un travail qui a été fait pour retranscrire aux juristes et aux avocats qui ont travaillé, planché sur ces offres-là, retranscrire le besoin opérationnel, retranscrire les contraintes clients et retranscrire aussi tous les cas de figure possibles et imaginables qui peuvent se produire. Et aujourd'hui, tous les mois, ces contrats sont réajustés parce que on découvre des choses... tu sais, le Covid est un exemple parfait de réajustement contractuel. D'accord. Oui, il n'y a pas de clause Covid dans le contrat. Écoute, on n'a jamais mis des clauses type pandémie dans des contrats. Donc là, elle va y être. Dieu sait que oui, c'est des choses qu'on a inclus et parce qu'on n'a jamais imaginé dans un moment, parce qu'on fait de la mobilité, mais on n'a jamais imaginé à un moment qu'on n'allait plus bouger d'une ville à une autre sans autorisation. Clairement. Encore aujourd'hui... dans ce contexte. Oui, tout à fait. Le contexte est très difficile pour la mobilité de manière générale. Alors, tout à fait. Alors, je vois que l'heure avance. J'ai quand même des petites questions, Zila Abidi. Maintenant, je reviens sur ton côté entrepreneur. Donc, on t'a laissé en décembre 2018 en train de démarrer cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Si tu peux nous la résumer jusqu'à aujourd'hui dans ces grandes étapes, d'accord ? Je vais peut-être démarrer avec une image, donc très motivé, avec ton bébé que tu as nommé, n'est-ce pas, auquel tu as accolé sa vocation, sa mission, et après tu prends en charge donc le côté opération, le côté fonctionnement et tu interviens sur les différents sujets. Raconte-nous un peu comment tu passais tes journées. Est-ce que tu as fait des recrutements? Tu vois, tout le côté chef d'entreprise qui doit assumer, encore jeune, des responsabilités et qui doit aussi, j'imagine, développer peut-être pas assurer les premières ventes, je sais pas, tu pourras me dire, mais en tout cas, assurer les livraisons des premiers véhicules dans les meilleures conditions. En fait, comme tu disais, c'est aussi c'est la sinusoïde qui a commencé. C'est motivé, moins motivé, plus motivé. En fait, ce qui est pas simple, c'est ce trajet le matin de l'entrepreneur. Moi, le matin, parfois, je pourrais te dire si la voiture d'à côté, c'est un entrepreneur ou pas quand je le vois à travers la vitre, parce que c'est plein de doutes le matin. Je te dis, purée, j'ai tous mes potes qui vont au boulot super bien dans leur costume, carriéristes qui gravissent les échelons, et là moi le matin j'y vais avec beaucoup de questions et je sais même pas dans quel état je reviens ce soir. Est-ce que ça sera bien passé ou pas bien passé, et du coup tu as des semaines où tu te dis mais quel bonheur ce que je fais, et d'autres semaines tu te dis écoute, c'est difficile, est-ce que on va quand même y arriver à transformer le monde? Et en fait oui, parce que comme tu dis, il y a des recrutements dans le chemin, il y a des gens qui rejoignent et qui sont aussi des forces de motivation. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec un ami qui est entrepreneur, et quand tu connais les gens qui bossent avec toi, ils ont des familles, et tu te rends compte qu'en fait on travaille pour ces gens, pour ces enfants, les nôtres, ceux des autres. Donc on n'a plus le choix de se dire est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on peut le faire. On sait qu'une chose, c'est qu'on va y arriver, et on doit y arriver. Après l'aventure, si tu veux vraiment que je te refasse le parcours, c'est une énorme cage d'escalier. Tu sais, le bonhomme qui est au 20e étage n'a pas pris d'ascenseur. Il a gravi les marches une à une. On en descend 2, on en monte 4. Il y a des jours où on monte pas, on descend pas. Et en fait, quand on comprend ça,
on se rend compte qu'en fait, si chaque jour je me dis je vais au boulot pour monter une marche, c'est que c'est déjà, si on comprend ça, c'est une grosse chose. Et parfois aussi, ce que j'ai appris pendant ces mois-là, au-delà des sinusoïdes, de comment avancer, comment on a recruté, viré, remplacé, déçu de certaines recrues qui sur le papier étaient extraordinaires. Quand on apprend ça, on apprend aussi à dire non, de manière très élégante parfois. C'est de se dire... parce que ce qui s'est passé dès le début, quand on commence à être motivé, à avoir des trucs magnifiques, tout le monde essaie de venir se dire ok, il y a quelque chose qui commence, une dynamique, on va venir s'accrocher aussi à cette dynamique qui est Badil. On va essayer de faire des partenariats. On va faire développer autre chose. En fait, votre business model, il est bien, mais moi, je voudrais le retoucher avec vous pour qu'on le transforme, pour faire quelque chose ensemble. D'accord. Parfois, on est tenté parce qu'on se dit, écoute, il y a quelqu'un qui adhère à notre projet, viens, on le prend aussi avec nous, une assurance, je sais pas moi, une banque, on dit, viens, on va le laisser aussi venir dans l'aventure, ça va nous aider. Et en fait, non, il faut apprendre à dire non parce que, tu sais, Karim, quand un champignon est en train de grandir, la pire des idées, c'est de lui mettre du poids par-dessus parce qu'on ne peut pas lui demander de grandir et en plus de le charger. Donc, il vaut mieux rester indépendant. Pas uniquement, mais il faut vraiment comprendre les relations à la fois de partenariat et de synergie dans le win-win. Parce que les gens qui viennent te proposer des partenariats, des synergies, pensent très rarement à ce que les deux vont gagner. Ils pensent à eux ce qu'ils vont en tirer. Et souvent au début, et c'est là où typiquement le rôle de Abdelrahman, aussi Ali qui gère, qui nous conseille sur la communication et le marketing, c'est de se dire restons focus, parce que le plus dur dans une entreprise, en tout cas dans l'intelligence des dirigeants, c'est leur ego, c'est de se dire je suis capable de tout faire, je suis capable de faire plein de choses, donc il faut apprendre à être focus et du coup on a été focus pendant le reste du temps. Focus sur notre vraie mission, quoi. C'est faire des clients satisfaits, en avoir un maximum et on n'en a pas parlé, mais rassurer le marché parce que dès qu'on est arrivé sur le marché dès la fin 2019, on a commencé à avoir en Badil une menace aussi pour les confrères. Et malheureusement, je le regrette à ton micro là. Après, ils l'ont bien compris, mais on n'est pas là pour la disruption. C'est souvent vécu comme une menace, mais on est là que pour permettre au marché de mieux évoluer. Donc, si on éduque les particuliers à la location longue durée, on fait un travail d'évangélisation pour tout le secteur, pas que pour nous. Et vraiment, on a beaucoup d'empathie pour tout ce que font nos confrères, et ils nous ont aidés aussi sur l'entreprise à créer un marché de la location longue durée pour l'entreprise. Et voilà, donc c'est un secteur qui... Il faut que le secteur se renouvelle. Exactement. Voilà, vous participez à ce renouvellement avec Badil. Alors, j'ai une petite question, si tu permets, sur... est-ce que tu as mis des conditions? Parce que bon, donc, entrepreneur, encore une fois, je rappelle, tu as lâché un boulot, une belle situation, rejoindre Badil. Est-ce que tu as mis sur la table des conditions salariales ou des parts, ou tu vois, quelles étaient les conditions que tu as mis sur la table pour dire voilà, je me lance dans l'aventure? Je suis fondateur, donc j'ai mis aucune condition. Je me suis lancé. Et le salaire n'a pas été une question dès le début, ni les parts, ni rien du tout. C'est faire voler le cerf-volant, quoi. C'était ça la première question. Après. Je suis allé dans le vide, clairement, quelques économies en poche, me dire voilà, j'ai X mois de trésorerie en poche. C'était combien les X? Oula, tu me poses une question impertinente, Karim. Non mais l'idée c'était 6 mois. Tu vois, l'idée c'est de savoir c'était pas plus que 6 mois. Un être humain normalement constitué, parce il faut revenir à la base. Jusqu'à quel horizon il peut dire je me prends un risque de pas avoir de revenus? C'était quelques mois, et c'est pour ça que je disais que le côté un peu motivé, l'excitation, elle dure c'est quelques mois. C'est quelques mois quand tu es en pic de trésor, et dès qu'elle commence dès que la trésor commence à tomber, parce que vraiment au Maroc, si je devais vraiment résumer une chose et que tu as dû recevoir de part de tous tes invités, il y a une guerre de trésor, quoi. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'après, il y a eu beaucoup de levées de fonds qui ont eu lieu, etc. Ok, d'accord. Mais c'est pas simple. Et dès que la trésor commence à flotter, le moral flotte. En fait, ces levées de fonds, elles étaient
nécessaires, tu es d'accord? Oui, Elles étaient obligatoire. indispensables, obligatoires. Et heureusement qu'elles ont été bien menées. Bah oui, elles étaient obligatoires et malheureusement, on s'y prend toujours pas suffisamment tôt parce qu'on veut toujours les retarder en pensant en espérant que pour mieux négocier finalement. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que les mois de la trésor en tout cas est un nerf de la guerre pour l'entrepreneur qui débute. Après, ça n'en est plus une, ça devient celle de l'entreprise. Mais au début, c'est celle de l'entrepreneur. Et vraiment, je dis aux gens qui commencent à entreprendre, gare à ce volet-là, ne le sous-estimez pas, parce que souvent, beaucoup le sous-estiment. Mais vous savez, dès que la masse salariale commence à se faire importante, c'est de la bouffe, c'est bouffeur de trésor, quoi. Ok. Alors une petite question pour les levées de fonds. Qu'est-ce qui a fait un peu leur réussite? Enfin, est-ce que c'est par effet réseau? Est-ce que il fallait se faire connaître? Tu vois, quels seraient les enseignements pour dire tout entrepreneur qui fait une levée de fonds, de toute façon que ce soit une start-up ou une entreprise, on va dire dans un métier. Quand on a besoin de lever des fonds, c'est-à-dire qu'on a besoin de financer sa croissance, tu vois, est-ce que tu as des enseignements pour faire les choses sur les levées, on n'est malheureusement pas en France ni en Europe où les VC et les PI sont bien développés. Vraiment, c'est un truc auquel je me suis confronté et on s'y est tous confrontés forcément au Maroc quand on fait de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de réseaux. D'accord. C'est important parce que lever des fonds, c'est comme prendre la parole en public. Il faut que quelqu'un nous tente le micro. Tout le monde n'a pas le droit d'aller toquer à toutes les portes. Et malheureusement, aujourd'hui, le réflexe premier au Maroc, je l'ai écouté dans quelques-uns de tes podcasts. Souvent, on parle de banque. Les gens parlent de la banque parce que malheureusement, c'est la première porte qui s'ouvre naturellement. Et en fait, elle n'est pas ouverte, elle est fermée sans qu'on le sache. Les banques sont plus que hermétiques à quelque chose qui s'appelle nouvelle entreprise. Et du coup, les autres institutions, ou les autres structures qui peuvent permettre de lever des fonds sont aujourd'hui plus dans je dirais pas du greenwashing, mais c'est plus de la brand qu'ils font. Ils veulent donner de l'argent pour de la petite start-up. Dès qu'on devient grand, en fait, on les perturbe un peu parce qu'ils avaient fait juste une campagne de com pour donner un peu d'argent. Et du coup, cette campagne de com, elle vire un peu au cauchemar parce qu'on veut plus, parce qu'on a besoin de croître. Et du coup, voilà, il faut des deux. Parfois, il faut aller déranger un peu les banques. Parfois, il faut déranger des particuliers. Parfois, il y a de la love money. Mais il faut à la fois le réseau et il faut à la fois, parce que même quand on veut lever 100 000 dirhams, on va nous demander plus que des slides. On va demander de voir des choses. On va demander d'être rassuré sur les équipes, voir des clients, voir un carnet de commandes. Donc, il faut les deux. Mais il faut le réseau. Chacun a son réseau, mais il faut... Mais bon, j'espère que dans les prochaines années, et c'est quelque chose vraiment que je me fixe comme objectif, c'est essayer de pousser les premiers entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds, à créer des collectifs et à aller chercher à faire grandir les VC. On a besoin que des bons VC arrivent au Maroc. Ils y sont déjà, mais avec des conditions qui ne sont pas celles des VC en fait. Je comprends. Parce que les grandes entreprises qui fonctionnent bien ont déjà besoin de lever des fonds. Donc elles s'accaparent déjà un peu toutes les enveloppes, et les entreprises technologiques, les pauvres ne peuvent que glaner les quelques subventions qu'il y a pour elles. Ok. Ce qui n'est pas suffisant. Tout à fait. Et alors, pour finir, avant de passer à des petites questions sur vos premiers clients, est-ce que c'était des love clients, des gens qui vous faisaient confiance? Les deux. Tu vois, comment ça se passe? C'est une super question en fait. C'était les deux. C'était à la fois des love clients, des amis que je connaissais qui sont patrons d'entreprise ou qui sont cadres dans les entreprises ou qui ont introduit. À titre personnel, c'était aussi des commerciaux qu'on a recrutés qui avaient des portefeuilles dans les entreprises qu'ils connaissaient. Donc il y a un peu d'affect. D'accord. Et je les remercie énormément, ces premiers clients, vraiment, parce qu'ils ont fait confiance à un business model qui n'était pas prouvé. Aujourd'hui, à l'instant où je te parle, nos premiers clients ont changé leur véhicule. Ok. Donc ça y est, c'est fait. La promesse est tenue. La promesse est tenue. Donc
comment te dire, là maintenant c'est plus simple de vendre. Ouais, c'est plus simple de vendre. On a des exemples à montrer et même le marché, bon, il se dit ah mince, en fait ce petit truc là de Zozo s'est révélé être une vraie histoire et en fait oui là maintenant c'est plus simple. Avant c'était plus compliqué parce que vendre une promesse et vendre une réalité c'est pas la même chose. Alors, mais vraiment s'attacher à ce premier client, à pas avoir honte aller leur soutirer des sous. Au début c'est pour leur bien. Pour leur bien, mais surtout on est craintif au début. On se dit je sais pas si mon produit fonctionne bien, est-ce que j'y vais, je vais peut-être perdre quelqu'un sur le chemin. Souvent si quelqu'un est compréhensif, c'est pour ça qu'il faut bien le choisir. Moi j'hésite pas quand je reçois des gens qui sont en train d'entreprendre à les encourager dès le début parce que je suis passé par là. Et tu sais, un petit bon de commande même insignificatif, mais c'est ce qui permet parfois d'éviter l'abandon d'un entrepreneur. Parfois, il suffit d'un bon de commande pour réveiller le sursaut chez l'entrepreneur. Tout à fait. Non, c'est une très sage habitude d'encourager les entrepreneurs à toutes les échelles. Alors, on va finir sur des petites questions, comme ça on va te libérer. Tu as parlé de vendre. Donc, tu es quelqu'un je disais, parmi les plus jeunes de mes invités. Donc, tout le mérite, beaucoup de mérite, donc, d'être à la place où tu es. Comment tu arrives à convaincre je sais pas, il y a des réunions à forts enjeux, parler de levée de fonds, où tu dois, entre guillemets, mettre un costume beaucoup plus large que le tien et aller négocier des choses beaucoup plus importantes pour toi et voilà, et y aller avec beaucoup moins d'expérience, de vécu. Si tu as des petits conseils pour que nous tous on puisse en bénéficier sur comment apprendre à jouer un rôle, comment jouer le dirigeant. Oui, c'est pas évident, surtout il faut pas avoir peur de se tromper parce que même avec tout ce que tu dresses comme portrait, j'ai du mal à me reconnaître, mais Dieu sait combien je me suis trompé et gouré de fois avec il y a beaucoup de fougue aussi, même quand on n'est pas jeune, mais quand on a une idée qui est la nôtre, on est fougueux parfois parce qu'on se dit c'est la meilleure idée du monde et je comprendrais pas qu'on s'oppose à cette dernière. Mais vraiment, un exercice que je fais et que je trouve bien, c'est de pitcher pour certaines personnes qu'on connaît. Et tu parlais de mentors, etc. Il faut essayer de se tromper dans l'antichambre avant de faire des gros pitchs. D'accord. Et apprendre aussi à être silencieux, même quand on en a beaucoup à dire. Parce que quand on veut vraiment vendre, tu as parlé là de pitcher, d'aller chercher dans des grands rendez-vous. Les grands rendez-vous sont souvent des rendez-vous de sages et ils n'aiment pas trop qu'on les bassine. Et ça, c'est un peu l'esprit ingénieur qui m'a forcé à le faire, mais même si je suis assez commercial dans le sang, mais il faut vraiment essayer d'en dire le moins parce que on sait très bien que vous allez venir vendre et si on le sait et que vous le faites, il n'y a plus rien d'imprévisible. Donc et souvent quand on veut surprendre, il faut qu'on soit imprévisible. Donc c'est donc travailler ce côté imprévisible. Ouais, ce côté en disant le moins possible. Voilà, ce côté un peu mystérieux parce que quand on va pitcher, lever des fonds, etc., on va le faire auprès de salariés, pas auprès d'autres entrepreneurs, c'est rare. Et ces gens-là, souvent, sont émerveillés par des gens un peu atypiques. Dans tes invités, il n'y en a pas beaucoup de typiques. La plupart sont atypiques et quand on est sur une chaise et qu'on doit gérer de l'argent dans une banque ou ailleurs, l'atypique surprend. Et souvent, on a plus envie de faire confiance à l'atypique avec un business plan typique, bien sûr. Mais on est parfois émerveillé par des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Donc, survendre, pas forcément une bonne chose. Très bien. Non, mais en tout cas, savoir vendre son côté, sa singularité. Exact. Il ne faut pas en avoir honte. C'est ça, très bien. Non, j'adore ce conseil. Est-ce que... Tu as parlé au début de podcast que tu étais quelqu'un pas forcément d'entrepreneur, c'est ça?
dans l'âme, etc. Est-ce que aujourd'hui tu es quelqu'un de radicalement transformé dans la manière d'aborder les risques et d'envisager la vie ou pas du tout en fait En cours. Je pourrais pas te dire à 100% que la mue est finie, mais clairement il y a quand même un mouvement en marche. Ah oui, en marche, je suis pas sûr que c'est un slogan qui va marcher maintenant, mais clairement le chemin arrière va être compliqué. Si je dois le refaire, il va pas être simple. Il est pas impossible, c'est-à-dire que je me dis pas que je vais être entrepreneur toute ma vie ou je ne pourrai pas être autre chose qu'entrepreneur, mais clairement les avantages de la vocation prennent le dessus sur les inconvénients, clairement. Très bien. Vraiment, il y a des petits bonheurs qui viennent effacer et faire oublier des centaines de moments d'inconfort. Vraiment, j'ai l'impression de dire un peu ce qu'on écoute sur tous les podcasts et les vidéos, mais en fait, j'ai ce souvenir des 4 saisons de Vivaldi. Je sais que j'ai aimé beaucoup de musique, mais la journée d'entrepreneur, c'est vraiment les 4 saisons. Le matin, c'est l'hiver. À midi, il suffit d'avoir juste une bonne nouvelle d'un commercial, ça va un peu mieux. L'après-midi, beaucoup de problèmes. Les devs ont des gros soucis de développement. Et l'après-midi, on quitte le boulot. On se rend compte qu'en fait, on peut aller à son sport à n'importe quelle heure parce qu'en fait, on est dans une start-up sympathique et qu'on n'a pas besoin de rester jusqu'à la dernière minute. Et voilà, et réciproquement. Après, tu vois, les saisons, Vivaldi les a mis dans un ordre, mais l'entrepreneur, lui, il a la chance de chaque jour, ils sont dans un ordre différent. Voilà, chaque jour, c'est musique aléatoire. Très bien. Et alors, Génération Kairos, c'est les petits moments clés, les opportunités à saisir. Donc là, tu nous as raconté un peu ce petit moment, la naissance, la vision qu'avec Badil, etc. Je pense que c'est un moment important, et puis la rencontre avec ton associé, enfin le fait que tu lui aies présenté le projet, est-ce que tu as juste pour l'histoire, pour la boucler, est-ce que tu as vraiment il y a d'autres petits moments qui ont fait? Ouais, j'ai fait des rencontres magnifiques. Celle de Wahid El-Khadiri aussi, qui est le président de Volvo. Que j'embrasse fort. On le salue. Et qui m'a donné aussi envie d'aller dans ce milieu parce que il est dans l'automobile, il me dit il y a un truc qui cloche. Et on ne sait pas ce que c'est, mais un truc qui cloche. Et voilà, et ça m'a encouragé, ça m'a donné confiance parce que c'est comme quelqu'un qui va jouer dans un terrain de foot et qui connaît personne. Souvent, il reste sur le banc, il attend que quelqu'un lui fasse un coup de regard. En fait, lui m'a jeté un chasuble et il m'a mis dans le terrain dès le début et vraiment, je le remercierai jamais assez. Très bien. Non, c'est une belle image, celle que de donner, mettre la puce à l'oreille et dire qu'il y a quelque chose à creuser. C'est déjà beaucoup. C'est ça, exactement. Il y a une petite lumière au fond la solution n'est pas là, mais il y a un souci, il y a un truc qui cloche, il y a un problème à résoudre. Très bien. Alors, donc, tu as parlé de musique. Est-ce que tu as d'autres hobbies ou bien habitudes au quotidien qui t'aident à garder de la distance, à rester serein ou juste à se faire plaisir? Oui, la musique, je vais être un peu cliché, un peu le sport, même si c'est différent. Moi, plus la tension est à son paroxysme au boulot, moins j'ai envie de faire de sport. C'est pas un bon exemple. Après, il y a aussi un exercice que j'affectionne tout particulièrement, c'est quand ça va pas bien, c'est de revoir où est-ce qu'on était il y a pas longtemps. Et c'est quoi? C'est ressortir des presses d'il y a un an, revoir les chiffres d'il y a un an, regarder où est-ce qu'on était dans cette roadmap il y a un an, et se dire mince, en fait, j'avais pensé que c'était tellement ambitieux et ça l'était pas tellement, et appeler des amis. Vraiment, j'incite vraiment les gens à... L'entrepreneur est un peu comme ce SDF parfois qui se retrouve seul et qui a vraiment des moments de solitude. Il faut essayer d'aller voir les gens et c'est ce que ne peut pas faire le SDF parce qu'il n'a pas d'amis, mais l'entrepreneur il en a. Donc allez voir des gens, leur parler au téléphone. Leur numéro comme ça, si jamais on peut les partager. Les tiens, chacun a des amis, on a tous des amis fantastiques et il faut les appeler parce que
ils partagent pas notre quotidien, ils en savent rien, et du coup, ils vont parler d'autre chose que ce quotidien. Et souvent, c'est des belles bouffées d'oxygène, parce que la famille, malheureusement, elle trempe dans le quotidien entrepreneurial. Et forcément, c'est pas des bouées d'oxygène. Donc il faut de la fraîcheur. Et puis... il faut couper, genre vraiment, c'est cliché, mais... une journée, une semaine ou un mois dans la vie d'un entrepreneur, je suis pas le meilleur exemple, mais c'est rien. Une entreprise ne va pas mourir en un jour, une semaine ou en un mois. Et donc voilà, il faut apprendre aussi à souffler. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler des 2 livres que tu recommanderais, que tu pourrais offrir, ou qui t'ont inspiré ou changé, transformé ta manière de voir les choses? Tu vas me demander d'offrir des livres, Karim, tu m'en demandes beaucoup là. Non, c'est vrai. Bah, je rigole, mais bon, ça se fait. Non, ça se fait bien sûr. Écoute, s'il y a un livre que je conseillerais vraiment, c'est un livre de Marc Simoncini qui s'appelle Une vie choisie. D'accord. C'est le fondateur de Mythic, que tu dois connaître. C'est qui a une sacrée histoire, qui s'est lancé dans la mobilité, by the way, là, qui avec les vélos électriques Angel. D'accord. Et qui raconte un peu comment pour lui l'entrepreneuriat n'était pas un choix, mais une conséquence. Pas une conséquence, pardon, pas un choix, mais plutôt une obligation, parce qu'il était fauché. Et quand on a 40 millions de dettes, on n'a qu'une seule issue, c'est de créer une boîte qui en vale 200 millions. Et c'est comme ça qu'il a vendu Mythic à 500 millions. Et il explique un peu comment le sport gagne une place centrale, comment la musique aussi a une place centrale. Et comment aussi le timing est important. Parce que avant de la vendre à 500 millions, sa boîte, il a décidé un jour de déchirer un chèque à 200 millions. Sachant que rien ne le prédisait, sachant qu'à ce moment-là, il avait encore ses dettes de 40 millions d'euros. Donc voilà, c'est un joli bouquin à lire, très sympathique. Et après, il ne faut pas lire que dans l'entrepreneuriat, il y a des bouquins aussi que j'aime beaucoup dans le soufisme, d'un auteur sympathique qui est Ibn Arabi, qu'il faut peut-être lire parce que l'entrepreneuriat, c'est comme une quête spirituelle. On a une roadmap, comme tu dis, et souvent, il faut passer par des passages pour arriver à atteindre son but, comme la quête d'un soufi. Très bien, bravo. Si tu arrives à concilier les deux, c'est que tu es quelqu'un de très équilibré. Et puis un exemple à suivre, encore là-dessus. Sur le papier. Est-ce que tu as un échec préféré? Parce qu'on a parlé d'une série hard de difficultés, effectivement, on a parlé d'oscillation des 4 saisons, etc. Mais est-ce qu'il y a un échec qui t'a vraiment, où tu t'es vraiment pris une porte ou quelque chose de dur dans le visage, tu vois, en face, et finalement t'as beaucoup apporté? Je sais pas, des échecs, j'en ai beaucoup là depuis 2 ans. C'est pas vraiment des échecs cuisants, mais c'est des petits échecs. Est-ce que j'ai un gros échec? Tu me poses la question, j'ai 27 ans, Karim, mais est-ce que j'ai un gros échec comme ça? Non, mais dans la vie de tous les jours, oui, il y a des petits échecs, il y a des petits échecs que je vis, mais un gros échec, moi, à mon sens, c'est quand même vraiment de pas avoir pris le temps de... C'est drôle à dire parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire un super projet entrepreneurial, mais ne pas avoir pu aller au fond de ce qui me prédestinait académiquement, quoi. Genre, j'ai toujours voulu avoir une superbe carrière en énergie. Et c'est pas que c'est un échec parce qu'in fine, il y a la récompense dans un autre secteur aujourd'hui, mais je n'ai pas réalisé ce que j'ai toujours voulu réaliser. Donc, la peur de l'échec vient aussi du fait que je me dis que je n'aurai jamais peut-être l'occasion de le refaire. Donc, c'est un peu cette notion-là. Mais non, malheureusement, pas d'échec pour l'instant, mais des moments de doute et des moments de frustration, oui, j'en ai eu. Je peux te dire qu'il y a eu des dizaines de partenaires qui m'ont claqué la porte dans le cadre de Badil en me disant « Désolé, on ne pourra pas te suivre parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas te suivre. » D'accord. Enfin, parce qu'on ne voulait pas encourager Badil. On ne peut pas. On peut pas. On a eu des instructions, on ne peut pas te suivre. D'accord. Et ça, c'est compliqué à comprendre parce que quand on dit désolé, on peut pas vous suivre parce que en termes de capitalisation, c'est pas assez solide, donc des vraies raisons qui sont in fine des raisons un peu de bidouille, mais quand on dit non, on nous a dit qu'on peut pas, on va pas vous suivre parce qu'on peut pas vous suivre. Donc pour des raisons de marché. Voilà. Et ça, c'est plus difficilement acceptable.
Et souvent, moi, je dis vraiment, l'ennemi des entrepreneurs au Maroc, c'est la banque. Vraiment, s'il fallait en désigner un seul, c'est celui-là. C'est le evil dans toute histoire, donc là, c'est la banque. Ben, malheureusement, au Maroc, ils jouent très bien leur rôle de diable. Ben, je l'ai écouté dans la plupart de tes podcasts, celui de Marwan. Voilà, Boul Fath. Ah oui, Hamza. Hamza Boul Fath. J'ai écouté ces histoires avec la banque, elles sont très, très épiques. Oui, non, lui, il est très. Effectivement, il a plusieurs batailles et celle-ci en fait partie. Bien, écoute, Zila Abidine, merci beaucoup pour ton temps. Voilà. Je te remercie, Karim. C'était un super échange. J'ai pas vu le temps passer. On a fait le tour. Merci beaucoup pour ton authenticité, ta disponibilité. Finalement, on était tous les deux un peu, entre guillemets, un peu stressés par cet échange. Finalement, ça s'est très bien passé. Voilà, finalement, on a appris beaucoup de choses sur toi, sur tes choix. Et honnêtement, l'aventure Badil est, encore plus formidable maintenant que je viens passer cette gentil, 1h30 avec toi, et je vous souhaite tout le succès du monde. Ouais. Et après, pourquoi pas dans l'énergie, pour que tu vois. Écoute, moi j'ai un autre défi déjà avant l'énergie, j'ai besoin de t'interviewer. Je trouve que le podcast est quelque chose de génial et je pense que tu as beaucoup de choses à raconter aussi, donc écoute, je te donne rendez-vous il n'y a pas longtemps. Écoute, c'est là où je prends peur, tu vois. C'est là où je prends peur et je vais te dire pourquoi pas, et on y réfléchira en prenant le temps de la réflexion. Tu vois, il faut savoir garder une part tu disais, de mystère, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Voilà, je te dis à très bientôt. Je te remercie, Karim, et à très très vite, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à vous tous qui nous avez écoutés, merci d'avoir resté jusque-là, d'être resté jusque-là. N'oubliez pas de liker Génération Kairos, d'en parler autour de vous, d'aller sur Apple Podcast pour mettre 5 petites étoiles. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. Avant de nous quitter, si vous l'avez aimé, vous pouvez vraiment m'aider à le faire connaître avec 3 actions simples à faire en urgence. D'abord, le liker, le partager et laisser un message sur les pages Facebook et LinkedIn. Ensuite, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast, que ce soit Apple, Google, Spotify ou Deezer. Si vous êtes sur Apple Podcast, allez-y et notez le podcast, si possible, 5 petites étoiles et laissez un gentil commentaire. Continuez à en parler aussi autour de vous, cela m'aidera énormément. L'habillage musical du podcast est Tixon et s'appelle New Day. Restez à l'écoute des opportunités, restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao!